Cette webconférence est la dernière d'un cycle de 4 conférences qui ont été programmées au mois de juin et au mois de juillet. L'équipe qui a réalisé ce travail au sein de l'atelier est une équipe pluridisciplinaire, donc composée par Frédéric Bertrand, Florence Anap, Yann Fange-Voléon, Vincent Noyat, Jean-Christophe Bonijol et moi-même, donc Patricia Pelou, avec le concours d'Anne-Marie Villot, Marie-Thérèse Besse, Christine Delahaye et Tristan Laitier. Donc, ce travail a été réalisé dans un cadre partenarial, donc avec la ville de Paris notamment et les services de l'État. L'urgence climatique et sanitaire a montré le besoin impérieux de nature en ville, qui a été très largement exprimé par les citadins. C'est pourquoi nous avons souhaité, avec la direction des espaces verts notamment, à la fois mieux faire connaître les deux bois. Deuxièmement, rendre compte des actions récentes qui ont été réalisées et aussi esquisser des pistes d'évolution. À titre de comparaison, vous pouvez voir sur cette image que le bois de Boulogne, avec ses 845 hectares, est 2,5 fois plus grand que le Central Park new-yorkais. Et le bois de Vincennes, qui est encore plus grand, qui couvre 995 hectares, est 3 fois plus grand. Pourtant, les bois, que ce soit Boulogne ou Vincennes, restent encore très largement méconnus. Ils ont donc ce très fort potentiel en ayant l'avantage d'être vastes, d'être aussi situés en ville, en cœur de métropole, mais ils sont encore aujourd'hui beaucoup trop fragmentés. Donc l'ouvrage Paris Projet, qui est téléchargeable sur notre site, et si vous en souhaitez un exemplaire, vous pouvez nous en faire la demande, propose tout d'abord un chapitre qui est consacré à la gouvernance et à la gestion du site. Et ensuite, dans l'ouvrage, on a d'abord mis en avant le bois de Boulogne, puis ensuite une partie consacrée au bois de Vincennes. Pour cet Apur Café, nous vous proposons une présentation qui est plutôt à partir des thématiques en croisant les deux bois. Donc, commençons par la gouvernance et le mode de gestion des deux bois, qui sont aussi liés à l'histoire évidemment du lieu. Le cadre juridique, il est très spécifique puisque l'État a fait don à la ville de Paris des bois en 1852 et en 1860. Et en contrepartie, la ville de Paris doit entretenir et conserver à perpétuité la vocation de promenade publique des bois. La richesse patrimoniale et paysagère donc, est largement reconnue. Les bois font l'objet d'un classement au titre des sites et des monuments naturels depuis les années 60. Ce classement, il a des conséquences puisqu'il conduit à l'interdiction de toute destruction déjà, et tout travail de restauration ou de modification nécessite l'accord du préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France. Dans le cadre du PLU, les bois sont également protégés, ils sont en zone naturelle et forestière et font également l'objet d'une protection au titre des espaces boisés classés pour plus de 80% de leur surface. La ville de Paris, elle est donc complètement compétente pour les bois, à la fois propriétaire et gestionnaire, et avec des liens qui sont étroits avec les services de l'État pour ce qui concerne à la fois la protection des sites et aussi les questions de sécurité. On le voit donc sur cette image, la gestion, elle est transversale au sein de la ville, portée par l'ADEVE et notamment le service de l'arbre et ses deux divisions des bois, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Donc le travail qui a été réalisé donc l'an dernier et ce premier semestre a été réalisé sous forme d'atelier, invitant beaucoup d'autres directions que vous voyez ici sur cette image et qu'on remercie de leur présence aujourd'hui à cette web conférence. Donc la préfecture de police et la garde républicaine assurent de leur côté la sécurité des visiteurs et ont également la compétence pour la lutte contre le proxénétisme et la maîtrise des campements ou des questions de circulation de contrôle routier.
Élément important que nous souhaitions souligner, qui est bien indiqué dans ce chapitre consacré à la gouvernance et à la gestion des bois, c'est toute l'action qui est faite pour les personnes en difficulté. Ces actions sont menées en lien avec la DPSP par Emmaüs Solidarité, le SAMU Social, le MPP, l'unité mobile psychiatrie précarité, et également l'association Gaïa, le Secours catholique, qui organise des maraudes et qui vont au contact de ces populations dans les bois que certains qualifient comme les invisibles du bois. Donc, lors de la Nuit de la Solidarité, qui a eu lieu en janvier dernier, 137 personnes ont été décomptées sans solution d'hébergement dans le bois de Vincennes et 23 personnes dans le bois de Boulogne. Les bois sont également bordés par de nombreuses communes et les chartes du bois, que certains d'entre vous connaissez bien, ont été réalisées en 2003 et ont été discutées, validées et signées par l'ensemble des élus des communes riveraines, ce qui a marqué un point de départ important de dialogue avec ces communes. Donc, les actions qui sont présentées dans cet ouvrage réalisé ces dernières années sont toujours en cohérence avec les 4 axes majeurs qui avaient été définis, donc qui, rappelons-le, sont réhabiliter les paysages et restaurer les milieux naturels, réduire fortement la circulation automobile pour une promenade tranquille, reconquérir l'espace public et gérer les activités dans la cohérence et la transparence, et enfin, innover dans les modes de gestion et de gouvernance. Donc, c'est ce qui a donné lieu à la mise en place des comités des bois. Sans doute que Karine en parlera tout à l'heure. Donc, c'est vrai que à l'avenir, ces comités bois peuvent être maintenus ou peuvent évoluer. Donc ça, évidemment, ce sera les nouveaux élus qui le définiront dans les mois qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit le cadre de dialogue, cet ouvrage peut constituer un socle ou une base de discussion pour les futurs échanges qui sont à venir. Pour mener ce travail, nous avons souhaité avoir un regard des habitants, en faisant tout d'abord avec la DDCT, sous forme d'interviews et de questionnaires, une enquête qui a été mise sur paris.fr et qui a été relayée par la mission Métropole auprès des services des collectivités riveraines. Vous voyez ici les principaux résultats qui figurent. Tout d'abord, l'enquête a montré que 91% des répondants habitaient la métropole et parmi eux, seulement la moitié, 53%, sont parisiens. L'enquête révèle aussi que les visiteurs s'y rendent avant tout simplement pour se promener, aller dans la forêt, aller au bord de l'eau. Donc ça ressort très fortement. Et ensuite, pour faire du sport, des sorties culturelles. Un autre élément important qui figure, c'est sur les modes de déplacement. On voit que l'utilisation de la voiture a considérablement évolué. Elle a baissé entre 2002, puisqu'il y avait une enquête qui avait été réalisée juste avant réalisation des chartes de 2003 et l'enquête qu'on a réalisée l'an dernier. Il ressort que l'utilisation de la voiture a baissé, passant de 63% en 2002 à 29% en 2019 pour se rendre au bois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en parallèle, sur la même période, le vélo, lui, a de son côté augmenté de 5 à 15% et la marche à pied de 14 à 22%. Et les transports en commun également, Frédéric y reviendra, sont également de plus en plus plébiscités. Donc, nous reviendrons sur les attentes que les visiteurs ont exprimées dans cette enquête, dans le cadre des orientations que Frédéric va vous présenter à l'instant. Merci Patricia, je me branche en son et en image. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, on va commencer par le thème de paysage et environnement, en rappelant que chacun des bois compte 150 000 arbres et offre aux visiteurs un patrimoine végétal véritablement au cœur du Grand Paris. Comme l'indique l'enquête que Patricia vient de présenter, les visiteurs y cherchent le calme et le contact avec la nature. À ce stade, il faut rappeler qu'après l'enquête Lothar de 1999, de grands travaux ont renforcé le caractère de bois-forêt de ces deux ensembles, et que l'évolution des strates végétales entre 2005 et 2015 est véritablement spectaculaire et témoigne de l'importance des plans de gestion arboricole, mais aussi de l'ampleur des réservoirs de biodiversité de ces espaces qui sont inscrits au schéma régional de cohérence écologique. Autre point sur lequel nous serons amenés à revenir, c'est ce que montre l'enquête, c'est que 57% des visiteurs sont allés au bois au bord de l'eau, une eau qui occupe seulement 3% des bois. Passons à Boulogne. Boulogne, c'est un magnifique héritage de la deuxième moitié du 19e siècle, qui est dû à Napoléon III et Alphand, qui vont transformer une ancienne forêt, la forêt du Rouvray, en véritable promenade publique pour les Parisiens. La sinuosité pittoresque est introduite, et la Seine va devenir une nouvelle limite. Au XXe siècle, les emprises évoluent. Le petit bras du fleuve est comblé en 1935, et 30 ans plus tard, le boulevard périphérique est créé, en reprenant une emprise de 25 hectares. Le bois de Boulogne abrite aussi un patrimoine bâti qui est très important, qui représente près de 360 bâtiments. Notons le pavillon de Bagatelle, qui est classé au patrimoine des monuments historiques, et les serres d'Auteuil qui sont inscrites à l'inventaire. Ces dernières années, il y a eu aussi de nombreux travaux de rénovation qui ont été menés sur des bâtiments comme ceux de Roland-Garros, de l'hippodrome de Longchamp, ou les beaux pavillons d'Armenonville et de Dauphine-Saint-Clair. En termes paysagers, les travaux qui ont été réalisés depuis 2006 concernent évidemment la gestion des massifs forestiers, mais aussi d'importants aménagements paysagers, comme la pelouse de Colombie et le talus du T9, mais aussi la clairière du Pré-Catlan et une partie des promenades des lacs. Donc, il faut aussi souligner la remise en valeur de la Grande Cascade et la mise en eau de la rivière Sèche, ainsi que la nouvelle rivière qui a été créée en lien avec la restructuration du déversoir de Roche-Bugeaud. Plusieurs orientations ont été identifiées pour l'évolution des paysages. Il s'agit notamment de préserver et de valoriser le patrimoine paysager et bâti du XIXe siècle, en renforçant notamment l'alternance bois-clairière et la cohérence des unités paysagères, mais aussi en valorisant les pavillons, ceux des gardes et de l'empereur, mais également le petit patrimoine des kiosques et des abris qui est parfois menacé. Les qualités paysagères et écologiques peuvent également être renforcées en poursuivant la densification du couvert arboré et le maillage des zones d'intérêt écologique. Il s'agit aussi, nous y reviendrons, de réduire les coupures liées aux voies circulées, aux enclos, à la pollution sonore et lumineuse. La mise en valeur de la plaine alluviale conduit à préserver une géographie et un paysage depuis les très belles terrasses de Bagatelle. C'est aussi une grande opportunité de garantir le rôle écologique de la dernière berge naturelle de Paris. Enfin, le renforcement de la trame d'eau et la gestion des eaux pluviales est l'occasion d'articuler continuité écologique et promenade, en créant notamment de nouvelles mares, mais aussi en prolongeant la rivière Sèche jusqu'au fossé du Saut du Loup. Concernant le bois de Vincennes, c'est une réserve de chasse royale qui est marquée par l'occupation, militaire à partir du XVIIIe siècle. Sous le Second Empire, Alphand crée de nouveaux tracés sinueux, 4 lacs et près de 8 km de rivières qui complètent les tracés rectilignes hérités des chasses. Au XIXe siècle, le très célèbre plan Trouvelot remet en valeur ces grands tracés. Progressivement, l'aménagement des plaines de sport, l'installation de l'INSEP, le percement de l'allée royale, mais également la création du parc floral vont changer cette partie du bois. À partir de la fin des années 70, de nouvelles plantations et la fermeture de voies ont permis de reconstituer le massif forestier et de le protéger des nuisances. En termes de patrimoine bâti, le bois de Vincennes compte environ 400 bâtiments, avec un monument classé, l'obélisque Louis XV, et des édifices qui sont inscrits à l'inventaire, notamment dans le jardin d'agronomie tropicale et dans l'enclos bouddhique. Depuis 2006, la gestion des massifs forestiers s'est accompagnée d'aménagements paysagers avec les routes de la Pyramide, du champ de manœuvre, de ceinture du lac Daumesnil, mais aussi le très beau carrefour de la Patte d'Oie.
La trame d'eau est aussi étendue avec de nouvelles mares et de nouvelles rivières, notamment qui relient le lac des Minimes à la rivière de Saint-Mandé au nord et l'Arboretum au lac de Gravelle au sud. Les orientations pour l'évolution paysagère du bois de Vincennes doivent permettre de valoriser, là aussi, l'héritage paysager et bâti des 19e et 20e siècles, en préservant les continuités paysagères des grandes allées et des clairières, et en poursuivant la protection patrimoniale, notamment celle des pavillons d'exposition, du patrimoine militaire, mais aussi de la cartoucherie. Le massif forestier dense est également à renforcer en réduisant les coupures et en préservant les clairières. Enfin, l'extension de la trame d'eau et la gestion des eaux pluviales pourraient se traduire par la création de nouvelles rivières, notamment une qui pourrait relier le lac des Minimes à l'Arboretum, mais aussi par la création de nouvelles pièces d'eau qui pourraient enrichir les continuités écologiques. Là, on pense particulièrement à des mares et à des noues, mais qui pourraient aussi enrichir une diversité de pratiques avec des installations provisoires autour de jeux d'eau. Regardons maintenant la question des mobilités dans les bois, à propos de laquelle Patricia a déjà... Oui, merci Patricia. À propos de laquelle Patricia a déjà rappelé les chiffres clés de l'enquête. Donc, depuis 2003, en cohérence avec les chartes des bois, les aménagements ont été réalisés pour faciliter l'accès au bois à pied, en vélo et en transport en commun. Les alternatives à la voiture sont mises en place avec le développement de pistes cyclables, l'arrivée du service Vélib, le dézonage des transports en commun avec le pass Navigo unique en 2014. En 2019, le nouveau plan bus a aussi prolongé plusieurs lignes dans les bois et a conduit à offrir 13 nouveaux arrêts dans le bois de Boulogne et 20 dans le bois de Vincennes. Pour autant, les voies circulées morcellent toujours l'espace des bois et certaines grandes infrastructures autoroutières les éloignent encore davantage, comme le boulevard périphérique, l'autoroute A4 et l'autoroute A13. C'est pourquoi nous avons retenu 5 orientations pour l'évolution des mobilités. Elles sont communes aux deux bois. Il s'agit de requalifier et d'apaiser les portes du bois, de réduire progressivement la place de la voiture en privilégiant les continuités de promenade, d'améliorer l'accessibilité à vélo et d'aménager des points vélo mobilité, de faire évoluer le stationnement et de continuer à développer l'usage des transports en commun. Si on se concentre sur le bois de Boulogne, il est proposé de poursuivre des aménagements piétons aux abords du lac supérieur et inférieur et de mieux ouvrir le bois sur la Seine en requalifiant notamment l'allée du bord de l'eau et l'allée de la Reine Marguerite qui coupe le massif forestier. Certaines portes d'entrée pourraient à l'avenir être moins routières, comme la porte Maillot, ou bien l'entrée depuis le pont et la route de Suresnes. Nous proposons également de rendre payant le stationnement dans les bois, ce qui permettrait une rotation plus forte et de mutualiser les parkings des concessions et de mieux faire connaître les parkings concédés qui sont existants aux abords et qui sont loin d'être saturés aujourd'hui. Il est également préconisé de mettre en place des stations de micromobilité aux entrées, à l'image de Central Park, des vélos-taxis, des voituriers, des rabattements depuis les stations de métro, Maillot, Dauphine, Auteuil, Sablon et de RER. L'extension de Paris-Respire permet enfin une progressivité des aménagements par une gestion différenciée dans le temps, les week-ends et en semaine. Concernant le bois de Vincennes, on retrouve les mêmes orientations avec une volonté de réunir et de connecter plus facilement les deux massifs forestiers et de créer des promenades est-ouest plus aisées de part et d'autre de la route de la Pyramide. La fermeture de certaines voies au cœur du bois et aux abords du lac Daumesnil est également proposée pour faciliter la promenade. Concernant le stationnement, il est proposé d'étudier la mise en stationnement payant rotatif pour favoriser les visiteurs, mutualiser les parkings des concessions, comme ceux de la cartoucherie et de l'hippodrome, et de valoriser, là encore, l'offre de parkings publics et commerciaux qui se trouvent aux abords du bois. Enfin, le réseau cyclable reste à renforcer dans le cadre d'un plan vélo en lien avec les collectivités riveraines. Les pistes sanitaires ont d'une certaine façon récemment tracé la voie. Passons aux usages. Merci. Les bois se caractérisent par leur qualité de promenade publique et leur diversité d'activités. L'enjeu ici, c'est d'atteindre un juste équilibre entre usage, activité économique, préservation du patrimoine et développement de la biodiversité. Il s'agit notamment de mieux intégrer les espaces de concession privés, qui représentent 20% dans le bois de Boulogne et 16% pour le bois de Vincennes, en favorisant une plus grande ouverture au public.
L'offre sportive est importante et diversifiée dans l'espace naturel, mais également sur des aires de jeu en accès libre ou en accès limité. La pratique sportive libre est importante à préserver, mais la nature des sols ne permet pas toujours l'utilisation régulière et intensive des terrains de plein air. Les bois accueillent aussi de nombreuses activités événementielles. Elles se déroulent sur les grandes pelouses, les terrains de grands jeux, les esplanades, les hippodromes. Il s'agit d'événements sportifs ou culturels, comme les concerts, les théâtres et les pièces de théâtre, mais elles sont aussi tournées vers la nature, autour de la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. L'offre de restauration est une pratique historique et une part importante des concessions. Cette offre reste à améliorer, aussi bien en qualité qu'en localisation, pour plus d'ouverture au grand public. Enfin, rappelons que la découverte de la nature représente un enjeu important de valorisation à l'échelle métropolitaine. Comme l'indique l'enquête présentée par Patricia, les visiteurs souhaitent davantage en apprendre sur la nature, sa gestion et être mieux informés sur la biodiversité. Plusieurs pistes d'action sont communes aux deux bois, comme préserver l'attractivité et poursuivre l'intégration des activités en maîtrisant les externalités négatives qui sont liées à l'accessibilité, à l'enclavement ou la dégradation des sols, mais également au bruit et à l'éclairage. Il s'agit aussi de renforcer les polarités d'accueil en préservant le caractère forestier et naturel et d'améliorer l'orientation et l'information sans surenchère signalétique. Ces objectifs sont selon nous à rechercher dans le cadre de renouvellement et de réhabilitation, mais également d'appel à idées multisites qui pourraient attirer l'attention sur certains bâtiments, et bien sûr grâce à l'intégration des exigences environnementales avec la certification ISO 14001 et le plan biodiversité de Paris 2018-2024. Concernant le bois de Boulogne, les équipements et concessions forment un archipel d'enclos pas ou peu franchissables. À titre d'exemple de ce qui peut être fait, l'hippodrome d'Auteuil propose depuis 2013 12 hectares de jardins et de terrains de sport en accès libre. Depuis 2014, les lacs du tir aux pigeons sont aussi ouverts au public et la composition d'origine a été restaurée. Plusieurs orientations pour l'évolution des usages peuvent être précisées, comme améliorer l'offre de services sur les espaces de forte fréquentation existants ou en devenir. Il s'agit notamment d'améliorer l'accès au bois et la lisibilité des promenades, par exemple pour le parc de Bagatelle, depuis l'allée de Longchamp, ou depuis la fondation LVMH vers le lac inférieur. Il s'agit aussi de requalifier la pelouse de Bagatelle et de faire évoluer les activités qu'elle accueille, et de réaffecter les bâtiments non occupés, comme la Villa Windsor, et de réhabiliter les édifices les plus menacés. L'intégration environnementale des concessions et de l'attractivité est à poursuivre en améliorant l'accès aux lieux très fréquentés autrement qu'en voiture, l'intégration des activités en termes de qualité de clôture, de continuité paysagère, de gestion environnementale, mais aussi en poursuivant la réduction de surface, de superficie d'enclos et de bâtiments sans qualité. La valorisation du patrimoine hydraulique est à poursuivre en lien avec les concessions également. On pense ici aux berges de Seine, au chemin de ceinture du lac inférieur, au carrefour de la Grande Cascade, mais également, bien évidemment, à l'intégration du projet de baignade en Seine. Concernant le bois de Vincennes, les équipements et concessions se répartissent différemment. Elles sont en lisière et sur une diagonale qui va du château de Vincennes au stade de Joinville. D'importantes emprises ont aussi été requalifiées. Le Vélodrome, l'école du Breuil, l'INSEP et bien sûr le parc zoologique de Paris qui a été inauguré en 2014. Plus ponctuellement, d'autres bâtiments et emprises ont été rénovés, des chalets et des pavillons, notamment dans le jardin d'agronomie tropicale. Mentionnons aussi dans les actions récentes la réhabilitation de l'anneau cyclable. En termes d'orientation pour l'évolution des usages, il s'agit là aussi de renforcer les polarités et l'offre de services sur des lieux de forte fréquentation. La pelouse de Reuilly pourrait ainsi être qualifiée et ses animations pourraient évoluer. L'élaboration d'un schéma directeur des installations sportives contribuerait également à organiser les terrains de sport, on pense notamment au stade Pershing et à la plaine de la Falluère, et à faire de la Cipale un pôle vélo pour tous les publics. Le site de l'hippodrome pourrait aussi être réaménagé et ouvert à de nouveaux usages, de même que le pavillon ouest de la caserne Carnot. Le renforcement du caractère naturel des espaces forestiers passe par la préservation du cœur du bois d'une offre de services trop importante. Il peut s'agir de créer de nouvelles zones d'intérêt écologique,
en les articulant par exemple aux grands équipements que sont les abords du Fort Neuf ou l'hippodrome. Il s'agit aussi de limiter les activités sans lien au bois et de reconquérir les emprises d'occupation temporaire. On pense ici au foyer des travailleurs migrants, au collège de Vincennes ou au centre de rétention de la redoute de Gravelle. L'enrichissement des rapports aux vivants peut être développé, Patricia y reviendra, en synergie avec les communes riveraines. Il s'agit notamment de développer l'agriculture urbaine à partir de structures existantes et du tissu associatif. On pense particulièrement aux pariculteurs et villes fertiles qui sont déjà présents dans le bois de Vincennes. Enfin, il est important de favoriser la création d'ouvertures et de traversées piétonnes. Patricia y reviendra, mais notons ici, l'école du Breuil en lien avec l'arboretum et le parc floral en lien avec la cartoucherie. Outre les 3 thématiques qui ont été présentées par Frédéric, on a souhaité décaler un peu le regard en regardant les bois dans leur dimension métropolitaine, en regardant 2 types de territoires à enjeux spécifiques que sont les lisières et les hauts lieux. Donc les lisières permettent de prendre de la profondeur, d'articuler les corridors écologiques et les grands belvédères métropolitains. Les hauts lieux, de leur côté, existants et à révéler, pourraient avoir une capacité de générer des attraits pour des publics à la fois parisiens et métropolitains. Si on commence à regarder donc le bois de Boulogne, les lisières qui figurent sur cette carte s'étendent sur 13 km. Elles sont marquées par un contact avec les tissus urbains de Neuilly, Boulogne, Paris 16e et Paris Berge de Seine Ouest. Les enjeux sont d'établir de meilleures continuités de promenade, de rénover les pavillons d'entrée, les kiosques, héritage d'Alphand et d'Aviou, qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, qui pour certains sont en mauvais état. Les lisières sont qualifiées par les portes du bois, donc la porte Maillot qui va être réaménagée, Dauphine, le pont de Suresnes et le carrefour de la Grande Cascade, côté ouest, qui présentent un caractère très routier encore aujourd'hui. Donc il s'agit aussi de mieux connecter les bois aux grandes continuités écologiques de la ceinture verte, l'avenue Foch, et sur la rive ouest de la Seine avec sa plaine alluviale et la berge naturelle et les coteaux de Saint-Cloud, Suresnes et Puteaux qui sont à valoriser et qu'on voit sur cette carte. Vous voyez également sur ces vues hélicoptères la grande variété des lisières habitées avec des questions de gestion des voies qui bordent le bois de Boulogne, des lisières clairières plus poreuses, comme des invitations à aller au bois, et des lisières infrastructurelles qui posent des questions d'insertion du boulevard périphérique et de la 13 côté sud. Et enfin, la lisière des bords de Seine avec les 3 km de berge qu'on évoquait, que vous voyez sur cette vue hélicoptère qui est quand même unique à Paris par sa qualité des berges naturelles. Les lisières du bois de Vincennes, qui s'étendent, elles, sur 15 km, sont marquées par un contact avec les tissus urbains de Saint-Mandé, de Vincennes, de Fontenay, Nogent, Joinville, Saint-Maurice, Charenton et Paris 12e, bien entendu. Les lisières sont aussi qualifiées par les portes et entrées du bois. Pour en citer que quelques-unes, la pelouse de Reuilly, la porte dorée, l'esplanade Saint-Louis, qui ont fait l'objet d'actions récentes et qui vont se poursuivre dans les années qui viennent. Donc, mieux accéder au bois, c'est un enjeu majeur, comme l'exprimait Frédéric tout à l'heure, qui est un vrai sujet pour l'aménagement de ces lisières. Il s'agit aussi de mieux connecter les bois aux grandes continuités écologiques. Mieux accéder au bois est un enjeu majeur, comme l'exprimait Frédéric tout à l'heure. Donc, il s'agit pour le bois de Vincennes de mieux se connecter aux grandes continuités écologiques que sont les bords de Seine, les bords de Marne, mais également la reconquête des bords de l'autoroute A4 qui crée une coupure entre les lisières et le bois. Donc, on peut voir l'avenue de Gravelle à Charenton et Saint-Maurice qui crée une situation de corniche qui est très intéressante, offrant des vues sur le sud de la métropole qui sont à valoriser.
également l'avenue de la Belle-Gabrielle de Vincennes à Nogent, ou bien les clairières de Fontenay qui pourraient être amplifiées, ou le château de Vincennes, ainsi que le JAT qui pourrait être traversé, ce qui créerait des circuits courts, et des études sont en cours, notamment pour le JAT. Donc les lisières du bois de Vincennes, est-ce que vous voyez les images? Ouais. Oui, on les voit. Ouf. Les lisières du bois de Vincennes offrent aussi des situations qui sont singulières, avec notamment des architectures militaires côté Vincennes et côté Saint-Maurice. Les vues du paysage lointain sur le sud de la métropole depuis les plateaux, les clairières, et puis également les lisières habitées comme celle de Nogent que vous voyez sur ces images. Donc pour finir, on a souhaité, comme autre territoire spécifique, développer les hauts lieux. Ce que nous avons appelé les hauts lieux sont les merveilles du bois. Donc, dans le cadre des ateliers, on a pu échanger pour les définir. Celles qui forment le patrimoine architectural et paysager, qui est à la fois à préserver, à mieux faire connaître et à restaurer pour certains. Donc, il s'agit d'édifices de grandes dimensions. Si on prend le bois de Boulogne, on peut citer les hippodromes, la fondation Louis Vuitton qui a ouvert en 2014 et qui draine un nouveau public. Et puis l'ancien musée des arts et traditions populaires qui deviendra très prochainement le futur centre culturel des métiers d'art. Ce sont aussi des sites qui sont moins reconnus, moins connus, mais qui ont un fort potentiel et qui pourraient accueillir des nouvelles programmations pour rendre les bois plus contemporains. Donc, les lieux d'acculturation à la nature et au vivant, des lieux didactiques comme les serres d'Auteuil, des animations en lien avec la nature, la découverte de la Seine, qui ont été largement évoquées par les visiteurs du bois. Donc, sur ces images, vous pouvez voir la fondation Louis Vuitton en haut, le parc de Bagatelle, qui est un jardin témoin de l'histoire du paysage, la Grande Cascade, qui a été donc en partie rénovée, mais qui est peu visible dans sa composition, comme on le voit sur cette image, en raison des stationnements qui sont aux abords immédiats, ou bien la Villa Windsor que vous avez en bas, la deuxième image en partant de la gauche, ou bien le relais du bois de Boulogne, ou la pompe à feu, le pavillon des gardes, qui sont des bâtiments qui aujourd'hui sont sous-utilisés. Maintenant, regardons le bois de Vincennes. On peut citer comme hauts lieux qui sont reconnus et qui pourraient s'ouvrir davantage le château de Vincennes, la Grande Pagode, les chalets des îles, pour n'en citer que quelques-uns. Les lieux d'acculturation de la nature et au vivant qui devraient à l'avenir se développer, comme au jardin d'agronomie tropicale, l'arboretum, la ferme de Paris et l'école du Breuil. Vous voyez sur cette image le rocher, bien évidemment, du zoo, la ferme de Paris, mais aussi donc le JAT. Vous le voyez sur ces images en haut à droite que des bâtiments sont dégradés et mériteraient d'être valorisés, d'être restaurés, ainsi que la CIPAL qui est juste en dessous et qui présente des forts potentiels pour de nouvelles programmations. Donc, ces hauts lieux constituent des lieux repères, des lieux de destination. Ce sont aussi des pauses dans les promenades des bois. Donc, pour conclure, nous voudrions souligner 2 points essentiels. Donc, premièrement, le rôle historique de promenade qui a été assigné au bois, qui nous paraît d'autant plus important à l'heure du changement climatique et également du besoin exprimé par les habitants de découverte de la nature en milieu urbain. Deuxièmement, c'est l'importance des bois parisiens qui a considéré depuis la place centrale qu'ils occupent à l'échelle de la métropole. Donc, on vous remercie pour votre attention et on va pouvoir commencer la séquence d'échange. Donc, peut-être que Karine, je crois que tu es là. Tu voulais prendre la parole. Oui, je te remercie. C'est un très grand travail là, qui s'est achevé avec cette publication de très grande qualité. Je remercie tous ceux qui se sont investis pour effectivement apporter leurs connaissances, qu'il y ait un éclairage qui puisse croiser les différentes disciplines et que ce soit à travers toutes les thématiques.
Donc oui, vraiment, remercier tous ceux qui sont investis dans ces ateliers. On tombe vraiment sur un calendrier parfait, puisque la mandature commence et on a ce document de référence à présenter au nouvel exécutif. Je disais là en plaisantant qu'il va falloir juste nous inscrire quelques petites dizaines de millions pour faire tout un tas d'interventions sur le site, si on veut qu'il soit vraiment à la hauteur de la qualité de l'héritage qu'on a reçu et qui, comme tu l'as montré sur un certain nombre de vues, a pu se dégrader dans certains sites. Moi, je reviendrai sur 2-3 aspects. La gouvernance, c'est vrai qu'on est sur des enjeux métropolitains. Pour autant, on a toujours senti quand même, quand bien même les comités des bois ont repris ces dernières années avec un rythme assez intensif et avec des échanges qui ont aussi permis d'associer les différents acteurs présents au sein des bois, l'ensemble des concessionnaires, des utilisateurs du site, mais que la relation avec effectivement les communes riveraines, dont les habitants pour autant sont très présents dans les bois, restait un peu déséquilibrée. Donc l'ambition, c'est effectivement d'avoir des échanges plus constructifs, d'avoir aussi des réflexions communes, y compris sur des sujets d'exploitation, c'est-à-dire que nous reprocher qu'il y a une poubelle pleine à l'intérieur du bois, à la limite de la commune, alors même que c'est même leurs habitants qui viennent. Enfin, il y a quelque chose à réfléchir de façon plus collégiale, je pense, pour relever ce type de défi. L'appel de la nature, c'est une réalité qui s'est encore plus révélée après la période de confinement que nous avons vécue. On a vu là des chiffres assez exceptionnels de fréquentation, notamment du Bagatelle et du Parc Floral après le déconfinement. Effectivement, il y a des inflexions qui ont été apportées sur les questions de gestion des sites. On va continuer à travailler sur la mise en valeur des paysages, la mise en valeur de la biodiversité. Et pour que ça puisse bien se faire, effectivement, il y a une question de régulation de l'ensemble des usages, de trouver les bons lieux pour que la fréquentation qui est déjà intense soit maîtrisée, et d'avoir des lieux préservés dans lesquels on est dans une autre forme de découverte des qualités du bois, de ce qu'il peut apporter. Et puis, parce qu'on est au début de cette mandature, je pense que c'était sans doute le sens aussi de l'idée de l'atelier qui soit plus élargi avec aussi les services de l'État, dont on sait qu'ils sont précieux dans la défense du patrimoine, mais qu'on attend aussi d'avoir un peu plus de souplesse sur certaines évolutions qui sont nécessaires pour moderniser aussi ce lieu, en faire un bois du XXIe siècle. Il a des attributs qui ont été très, très bien pensés à l'origine, mais aujourd'hui qui doivent quand même être revus. Et effectivement, on a des défis à relever, que ce soit sur l'agriculture urbaine, que ce soit sur le renforcement arboré, sur la baignade, comme tu l'évoquais. Donc, on a des perspectives vraiment très intéressantes à développer et en s'appuyant sur ce travail. Oui, bonjour, Sylvie Fouget. Je suis à l'agence 75 du groupe RATP, en charge des relations territoriales pour l'Ouest parisien. J'ai travaillé à un atelier concernant les deux bois et donc encore une fois, merci pour ce travail. Je retrouve un certain nombre d'éléments que j'avais exposés concernant les transports en commun. Un petit point concernant les lignes de bus qui sont mises en place depuis le mois d'octobre dernier. Nous constatons que c'est essentiellement en effet des riverains côté 16e qui prennent ces lignes. Un petit point quand même, je pense, sur l'attractivité de ces lignes. Encore trop aujourd'hui, de riverains nous disent qu'ils ne connaissent pas suffisamment ces lignes de bus. Donc, un des points peut-être à travailler en termes de communication à l'avenir serait en effet de pouvoir mieux informer à nouveau les Parisiens et puis bien entendu au-delà des Parisiens pour prendre ces lignes de bus. Voilà, merci à vous. Merci. Alors, ce n'est pas Christophe qui va s'exprimer, c'est Brigitte Durand. C'est Brigitte. Bonjour, Christophe a dû nous quitter. Bonjour Brigitte. Ce que je peux dire, c'est qu'on est en train de mener une étude sur le bois de Vincennes, là, avec Éric Lamelot, sur la déconnexion des eaux pluviales des voiries. Donc, cette étude est en bonne voie. On devrait avoir une restitution dans le courant de la rentrée. Voilà, donc l'idée étant effectivement de rechercher à gérer les eaux pluviales dans le bois, sachant que le bois de Boulogne est déjà pas mal déconnecté, le bois de Vincennes un peu plus en retard.
Donc, le principe serait de faire ensuite une priorisation des travaux à mener pour que ces eaux pluviales des voiries soient déconnectées le plus possible. Voilà. Merci. Je n'avais pas grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit. J'extrais que le travail est énorme et va nous servir à fixer cette orientation si notre groupe politique le valide sur les prochaines années pour pouvoir toujours maintenir le bois comme il est et puis essayer de faire évoluer un petit peu les usages pour le bien de tous. Alors, s'il y a des remarques particulières, je peux y répondre, mais sinon, rien de plus à ajouter. Merci Joseph. Adeline Ducret, donc je suis bureau du spectacle à la DAC. Écoutez, nous, on gère principalement sur le bois de Vincennes les théâtres de la Cartoucherie. Voilà, je sais que Éric Lamelot est très en contact. On a également la gestion du théâtre du Parc Floral, théâtre Astral, voilà, géré par un des théâtres municipaux. C'est le théâtre Dunois dans le 13e à qui on a confié la gestion de ce théâtre dans le Parc Floral. On est très en lien avec la DEV, avec voilà, des nouvelles personnes qui ont été, qui sont actuellement en train de travailler au Parc Floral. Je pense à Guillaume Douot, avec qui on travaille. Voilà, moi, je viens d'arriver à la DAC, donc je prends vraiment connaissance de cette étude à toute fin et je vous en remercie, c'était très complet. Cécile Lemeilleur, donc, qui est ma collègue qui n'arrive pas à se connecter depuis tout à l'heure, vous remercie également par texto. Voilà, donc si vous avez plus, vous, des questions, voilà, je suis aussi à votre écoute. Je suis arrivée mi-février, donc voilà, j'ai pas de recul tellement je viens de la DASCO, donc je suis pas, voilà. Je connais les bois, mais sous un autre angle, donc avec les enfants. Oui, dans les usages, il y a pas mal les centres de loisirs. Après, c'est vrai que dans les ateliers, on avait beaucoup échangé avec la DAC. Il y a à la fois les équipements culturels qui existent aujourd'hui, et puis après, il y a dans l'idée, dans la valorisation des hauts lieux et de nouvelles programmations, aussi de regarder que ce soit des établissements ouverts ou des artistes en résidence. Il y en a un qui est au Jardin d'agronomie tropicale. Donc, il y a quand même voilà, aussi cette réflexion pour certaines concessions. Oui, juste pour ajouter, pour terminer, c'est là dans le cadre du mois d'août de la culture, donc ce qui nous a bien occupé là ces derniers jours, dans le cadre de la mise en place de l'été particulier, on a eu énormément de projets de compagnies artistiques qui voulaient se déployer au sein du bois. Voilà, donc il y a de beaux projets retenus pour cet été, tout au long du mois de juillet, août jusqu'à mi-septembre. Donc, des déambulations, des formes légères qui vont avoir lieu dans le bois au Parc Floral. Donc, c'était juste la petite contribution. Ce sera bientôt en ligne. Le communiqué va arriver là. Donc, en tout cas, c'est pour dire que les compagnies, qu'elles soient franciliennes, ont vraiment eu à cœur de présenter des choses en lien avec la nature. Souvent, c'était des projets qui étaient pas seulement dans le bois, mais en lien avec l'élément naturel. Donc, il y a de très belles formes qui vont avoir lieu cet été. Les services de l'État, en fait, ont dû partir. Donc, ils ont été associés. Ils voulaient qu'on précise aussi que, étant donné que le site il est classé, il impose une validation également du ministère de l'Environnement pour les travaux de grande importance, donc toujours après avis technique de l'ABF et de l'inspection régionale des sites et avis de la commission départementale. Frédéric, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Florence, Yann Fanche également.
Et donc, les services de l'État, si je continue sur leurs commentaires, voudraient insister sur les aspects du changement climatique qui sont bien évidemment à prendre en compte, notamment pour les évolutions des essences plantées et leur résistance à la sécheresse. Donc ça, je pense que la DEV va pouvoir du coup s'exprimer, puisqu'il y a tout un travail qui est fait sur les différentes essences et leur résistance à la sécheresse qui est en cours, et certaines activités qui sont susceptibles d'être délocalisées hors des bois. Je ne sais pas qui, pour la DEV, veut s'exprimer à propos des essences plantées en lien avec le réchauffement climatique et la résistance à la sécheresse. Est-ce que c'est Bénédicte? Ouais. En fait, l'étude Arbre et Climat, elle a été lancée il y a 2 ans, enfin c'est la 3e année, donc c'est la 2e année d'instrumentation sur des arbres situés dans Paris de différentes essences et dans différentes configurations. Et donc, c'est plutôt sur les arbres d'alignement, en fait, qu'on souhaite en tirer des informations, s'agissant d'arbres qui sont en conditions de stress plus importants que dans les bois. Voilà. Anne ou Bénédicte, vous voulez peut-être aussi réagir, ou Yann Fanche, par rapport au sujet sur tous les parcours fraîcheur? Moi, j'ajouterais juste, sur toute la question de l'eau, par rapport aussi à l'aspect fraîcheur, on a des gros enjeux sur aussi l'entretien des lacs, sur le fait que les rivières puissent toujours bien couler. Donc, voilà, une vigilance permanente pour avoir ce réseau hydrique qui fonctionne et qui soit fonctionnel. D'accord. Et puis, je pense qu'on retrouve aussi sur certains aspects, notamment de voirie, le fait de déminéraliser. Il y a peut-être des endroits qui, effectivement, à un moment, ont été bitumés, qu'on débitume. On vient de finir la transformation de l'esplanade Saint-Louis dans le bois de Vincennes. On a certains parkings, que ce soit bois de Vincennes ou bois de Boulogne, qu'on reconquiert pour les rendre en espace naturel, végétalisé, plutôt que d'un espace minéral. Je vois que dans les questions, il y a également une question concernant l'enquête qui demande quels Parisiens profitent de ces bois en particulier. Dans l'ouvrage que vous pouvez télécharger, on a mentionné les lieux de résidence des répondants à l'enquête, où on voit qu'il y a une partie des habitués et qui habitent les communes qui sont riveraines des deux bois. Donc on voit qu'il y a une polarité évidemment est côté Vincennes et ouest. Et c'est vrai que la proportion, elle est quand même importante. 80% des métropolitains, ça veut dire que finalement la part touristique en dehors de l'Île-de-France, elle est sans doute, elle pourrait être plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis, les 50%, les 53% de Parisiens qui montrent qu'évidemment qu'on a une bonne partie de l'Est parisien qui va au bois de Vincennes et la partie ouest qui va côté bois de Boulogne, mais également une fréquentation importante par les communes riveraines. On le voit sur les cartes. Qu'en fait, toute la question des lisières fait que les bois sont vraiment situés au cœur de la métropole. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, éventuellement. Je suis Laurent Corbin de la direction de la jeunesse et des sports. Alors, très, très rapidement, pour déjà aussi me faire un peu reprendre tous les compliments qu'on peut faire sur la qualité de cette étude, qui est vraiment très, très intéressante, qui pour nous est aussi un outil très important, puisqu'on voit qu'il y a aussi des enjeux sportifs sur les bois. Schématiquement, nous, on a deux grands types de pratiques. Il y a la pratique informelle, celle que peuvent faire les gens par eux-mêmes, donc tout ce qui va être running, vélo, etc. Enfin, on le connaît par les anneaux cyclistes, par exemple, qui ne sont pas des équipements sportifs, mais qui le sont presque devenus par l'usage. Et donc là, je trouve voilà, toute l'étude est intéressante. J'aime bien tout ce qui touche aux lisières, justement, parce que c'est bien aussi de pouvoir sortir tout ce qui est sur le pont, notamment, pour pouvoir éventuellement rejoindre
enfin, le Mont Valérien, les Hautes-sur-Aisne, qui sont aussi des endroits où on peut courir. Et c'est vrai que pour quiconque pratique un peu le bois, partir de Longchamp et d'aller vers le Mont Valérien, aujourd'hui, il y a quand même cette traversée du pont qui est pas très, très agréable et qui est, à mon avis, un peu rédhibitoire. Donc, toutes ces choses-là, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. On sait que pour nous, en termes sportifs, la grosse gageure, elle est surtout sur le bois de Vincennes avec nos grands terrains de jeu, de football notamment, pour lesquels on a des velléités, bien sûr, d'essayer d'augmenter la pratique parce qu'on a beaucoup de demandes de créneaux sportifs. Donc, on a ces terrains qui sont présents. On sait bien que l'équation n'est pas facile à résoudre, justement, de pouvoir augmenter la pratique sur ces terrains-là tout en respectant toutes les données environnementales, paysagères, etc. Donc, on sait que pour nous, c'est pour ça qu'il y a ce schéma directeur qui a été évoqué, de trouver le bon endroit où mettre le curseur pour essayer de satisfaire tout ça. Enfin, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais je voulais juste intervenir pour notamment vanter la qualité de ce qui nous a été présenté. Merci beaucoup. Merci à tous. Pour votre participation.